à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de Sénat 360. Le Sénat a saisi le parquet dans l'affaire Aubier. Ce pneumologue soupçonné d'avoir menti sous serment devant une commission d'enquête sénatoriale. Il avait omis de déclarer ses liens d'intérêt avec Total. Le procureur de la République pourrait engager des poursuites. Explication dans cette édition. Et Marisol Touraine, ministre de la Santé, sera interpellée par la sénatrice Leïla Aïchi sur ce conflit d'intérêts lors des questions d'actualité au gouvernement. C'est à suivre en direct sur notre antenne dans moins d'un quart d'heure. Nouvelle mobilisation des étudiants et des salariés contre la loi travail. Ils demandent toujours le retrait de ce projet de loi. Il arrive lundi à l'Assemblée nationale. Des échauffourées ont éclaté dans plusieurs villes de France. Nous serons en direct du cortège parisien dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Tam Tranui et Mickaël Zamès en direct du Sénat et Faustine Saint-Geniès en direct de la manifestation contre la loi travail à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. C'est une première dans l'histoire de la Haute Assemblée. Ce matin, le bureau du Sénat a demandé à Gérard Larcher de saisir la justice suite au mensonge d'un médecin devant une commission d'enquête sénatoriale. Il avait pourtant prêté serment. Quentin Calmé. C'est une décision inédite et prise ce matin à l'unanimité des membres du bureau du Sénat. Ce dernier estime que la déclaration sous serment du professeur Aubier devant la commission d'enquête le 16 avril 2015, selon laquelle il n'avait aucun lien d'intérêt avec les acteurs économiques, pouvait apparaître mensongère. Mensongère car le professeur Aubier, auditionné sur la question de la pollution de l'air en tant que représentant de l'assistance publique les hôpitaux de Paris, était au même moment salarié par Total. Mais devant les sénateurs, le médecin ne mentionne pas cette information, alors même que la question lui est directement posée. Michel Aubier, qui lors de cette audition minimise l'impact du diesel sur la santé publique, expliquant que le nombre de cancers dans les pathologies respiratoires liées à la pollution de l'air est extrêmement faible. Pour Leïla Aïchi, qui avait auditionné le professeur Aubier, la saisie du parquet est une excellente nouvelle. Je salue cette décision parce que le mensonge du professeur Aubier lors d'une commission d'enquête est grave. Et grave pourquoi ? Parce que la question qui nous concernait, qui préoccupait, c'était une question de santé publique puisqu'il s'agissait d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air et qu'il a menti à une commission d'enquête au sein de la représentation nationale et que de fait, il a menti aux Français. Le professeur Aubier encourt jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Et autre décision du bureau du Sénat ce matin, la levée de l'immunité parlementaire du sénateur LR de Mayotte, Abdourahmane Soilihi, suite à la demande du ministère de la Justice. Dans le reste de l'actualité, reprise aujourd'hui des négociations sur l'assurance chômage. Dans un climat social tendu, le patronat qui menaçait depuis plusieurs jours de boycotter les débats est bel et bien présent et a fait connaître ses propositions pour réformer l'UNEDIC. Le détail avec Géraldine Bavoilo. C'est dans un climat tendu que s'ouvre le 5e tour des négociations à propos des règles de l'assurance chômage pour combler le trou de l'UNEDIC. Le MEDEF et la CGPME font une série de propositions une semaine après l'ultimatum lancé au gouvernement s'il maintient une taxation sur les CDD dans sa loi travail. En 2015, le déficit de l'UNEDIC atteint 25 milliards d'euros. L'objectif est de le réduire de 800 millions et le patronat fait une série de propositions. La première, c'est de réformer le calcul des indemnisations. Aujourd'hui, la règle, c'est un jour cotisé égale un jour indemnisé. Le patronat propose de moduler les indemnisations sur l'âge, le suivi de formation et le taux de chômage. Deuxième proposition, renforcer le contrôle des chômeurs. Ceux qui ne cherchent pas un emploi activement seraient sanctionnés par une baisse de leurs cotisations. Dans le viseur du patronat, il y a aussi les seniors. Aujourd'hui, les chômeurs de plus de 50 ans sont indemnisés pendant 3 ans, contre 2 ans pour les moins de 50 ans. Le patronat propose de relever l'âge d'entrée dans la filière senior à 59 ans. Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à trouver un accord, ce sera au gouvernement de trancher. Plusieurs options s'offrent à lui, prolonger la convention existante ou rédiger un nouveau texte. L'examen du projet de loi commence le 3 mai à l'Assemblée nationale. Et on va tout de suite retrouver Faustine Saint-Geniès, notre journaliste, en direct du cortège parisien. Faustine, alors quelle est l'ampleur aujourd'hui de la mobilisation ? On le disait, c'est la 5e journée de grève et de mobilisation contre le projet de loi travail.
c'est tout l'enjeu de cette journée, Delphine, savoir si la mobilisation s'essouffle ou pas. Les syndicats sont plutôt optimistes. Les chiffres de la mobilisation permettront d'en juger malgré de très nombreux ajustements sur le projet de loi réforme du Code du travail et le projet de loi El Khomri. Rien n'y fait, les 7 syndicats de salariés et d'étudiants présents dans ce cortège demandent toujours le retrait pur et simple de ce texte. Pour eux, une ligne rouge a été franchie, principalement l'inversion selon eux de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'un accord d'entreprise pourrait primer sur un accord de branche, même s'il est beaucoup moins favorable. Dans le cortège, nous avons pu croiser aussi un certain nombre de membres de Nuit debout, mais aussi et surtout les intermittents du spectacle que vous évoquiez dans le reportage. Ils se sont greffés et défendent l'avenir de leur régime d'indemnisation chômage. Ils ont lancé cette semaine un certain nombre d'occupations de théâtre à Paris et en région. L'accord a été trouvé à l'arraché cette nuit. Tout l'enjeu, c'est de savoir s'il va être accepté par l'UNEDIC. Vous le voyez, cette mobilisation, c'est aussi le réceptacle de très nombreux mécontentements. Merci beaucoup Faustine. Et les collectivités locales sont aussi mobilisées. Ce matin, de nombreux élus étaient réunis à Paris pour de nouveau tirer la sonnette d'alarme sur leur situation financière. Elle est jugée catastrophique depuis l'annonce de la baisse des dotations. Jordan Klein. 28 milliards d'euros jusqu'en 2017. C'est la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Mais l'effort demandé est trop important, les communes sont asphyxiées. Baisse de l'investissement, suppression des subventions ou augmentation de la pression fiscale, les élus locaux sont excédés. La charge est trop lourde, la méthode n'est pas acceptable et l'issue est désormais à peu près certaine, c'est-à-dire le fait que les communes ne joueront plus leur rôle d'agent économique, c'est-à-dire de restituer l'argent du contribuable à travers de la commande publique pour soutenir des entreprises, pour soutenir l'investissement et donc pour soutenir la création d'emplois. Nous demandons une pause. Nous demandons une pause parce qu'aujourd'hui, c'est devenu insoutenable pour nos collectivités. Nous sommes aujourd'hui à l'os en termes d'économie que nous pouvons faire. On ne peut pas aller plus loin. Les collectivités locales représentent environ 9% de la dette publique française. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de diminuer fortement les dotations. Conséquence directe, la qualité de vie dans les communes. Ce sont des investissements qui ne sont pas faits. Les investissements, ce n'est pas abstrait. C'est une école qu'on rénove ou une école qu'on construit. C'est un collège qu'on met aux normes. Ce sont des festivals qui sont malheureusement annulés ou affaiblis. Donc il y a une répercussion très forte sur la vie quotidienne des Françaises et des Français. Dans un mois se tiendra le congrès des maires de France où François Hollande est attendu. Les élus espèrent que l'État n'ira pas plus loin dans les baisses des dotations. Alors cette colère des élus locaux est-elle entendue par le gouvernement? Pour le savoir, on va tout de suite retrouver Mickaël Zamès en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec Estelle Grelier, secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Oui, c'est vrai, on vient de voir ce reportage à l'instant. On en parlait avec Estelle Grelier sur la baisse des dotations. Ça râle un petit peu du côté des maires. Bon, en quelques mots, peut-être que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que cette baisse des dotations, elle est gelée pour l'année 2017 ou pas encore ? Le cadre dans lequel s'inscrit aujourd'hui l'action du ministère des collectivités territoriales est la poursuite du cadre triennal, c'est-à-dire une réduction pendant 3 ans de 3,6 milliards des dotations des collectivités. À ce jour, c'est dans ce cadre-là que les choses s'inscrivent. Nous avons bien entendu le souhait des associations qui représentent les élus de voir cette baisse ou allégée ou carrément annulée. Ça pousse un peu avant le congrès des maires. Ça pousse un peu avant le congrès des maires. Simplement rappeler que les élus locaux sont tout à fait favorables à participer au redressement des comptes publics de la nation et que par ailleurs, cette baisse des dotations s'est accompagnée de soutien à l'investissement local et d'un renforcement des dotations de péréquation. Mais nous entendons que c'est une demande des associations des élus locaux. C'est entendu, on verra ça évidemment au moment du congrès des maires. L'autre point un peu d'achoppement en ce moment, c'est sur les départements avec l'association des départements de France sur cette question du RSA. Alors c'est un petit peu confus parce qu'au départ, on parlait de recentralisation, est-ce que c'est à l'État de gérer? Où en est-on exactement? En fait, l'Association des départements de France a demandé au gouvernement d'étudier la possibilité d'une recentralisation du financement du RSA. Le Premier ministre, entouré des ministres Jean-Michel Bailey, Christian Eckert, Marisol Touraine et moi-même avons entendu leurs demandes. Nous y avons répondu favorablement. Un certain nombre de groupes techniques se sont organisés. La demande de l'ADF était portée aussi sur les financements qui devaient compenser cette éventuelle recentralisation. En fait, l'ADF demandait à ce que les départements conservent les recettes dynamiques. C'est un peu technique, mais la CVAE et les DMTO, ce que nous avons aussi acté. Et nous avons un point d'achoppement autour
de l'année de référence, l'ADF demandant à ce que l'année de référence prise soit 2014, ce qui nous semble pour nous peu réaliste, puisque vous vous souvenez qu'en 2014, il y a eu un pacte de confiance avec les départements qui a augmenté leurs recettes d'1,4 milliard. Donc le gouvernement, lui, propose une année de référence 2016 pour un transfert en 2017, un parallélisme des formes quand les choses ont été transférées de l'État vers le département. On n'est pas prêt de trouver une solution. On était à N-1. On discute. Notamment autour des dispositifs d'insertion, puisque vous savez que le député Christophe Sirugue a produit un rapport de grande qualité qui a indiqué que 22% des allocataires du RSA n'étaient pas suivis par des dispositifs d'insertion. Et nous souhaitons aussi, nous, en tant qu'État... Pas de décision à l'heure actuelle. Renforcer ces dispositifs d'insertion. À l'heure actuelle, pas de décision, mais les groupes de travail continuent à se rencontrer. Alors, le mouvement continue aussi dans toutes les collectivités parce que c'est ce qu'on appelle l'intercommunalité. Ça bouge beaucoup dans les communes. Il y a des regroupements également entre les villes. C'est un mouvement que vous souhaitez dans la longueur. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est un mouvement pérenne ? En fait, les territoires sont en mouvement. Vous savez que les régions ont vu leurs compétences et leur taille pour partie augmenter. Les intercommunalités doivent porter leur seuil à 15 000 habitants, sauf quelques adaptations dans des départements moins denses. Et il faut savoir qu'à ce jour, les retours des préfets indiquent que 40% des intercommunalités ont vocation à être supprimées au 1er janvier 2017. Dans ce cadre, les communes réfléchissent à leur périmètre et nous avons déjà 1090 communes qui se sont regroupées autour de 317 communes nouvelles sur la base, j'insiste, du volontariat et ça a concerné 1,1 million d'habitants. Juste d'un mot, il y a eu des annonces faites hier par un candidat à la primaire, Bruno Le Maire, un certain nombre de propositions, notamment pour supprimer sur l'aspect territorial et la fonction publique. D'un mot. Défavorable à ce qu'il n'y ait plus de statut de la fonction publique territoriale et extrêmement défavorable à la réforme territoriale qui est proposée parce que je rappelle que les élus dans leur grande majorité aujourd'hui souhaitent une pause institutionnelle dans la réforme territoriale. Merci beaucoup Estelle Grelier d'avoir témoigné en direct sur Public Sénat. On va aller tout de suite à la rencontre de Didier Guillaume, le président du groupe ici au Sénat, le groupe socialiste. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. On nous parlait tout à l'heure de cette première au Sénat. Le bureau du Sénat a demandé à ce que la personne qui s'était parjurée devant la commission d'enquête sur le réchauffement climatique et sur l'impact du diesel soit renvoyée devant la justice. C'est une première au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je n'ai rien à en penser puisque c'est une décision du bureau, que les décisions du bureau sont autonomes et que les présidents de groupe n'ont pas à y participer. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que lorsqu'on est auditionné devant le Sénat, dans une commission d'enquête où on jure ou dans une mission d'information, il faut dire la vérité et ou ne pas faire des trous. Donc je pense que le bureau du Sénat a pris une bonne position. Quelques mots quand même sur ce qui se passe dans les rues aujourd'hui. C'est un jour de manifestation. Il y a eu encore des heurts importants du côté de Nantes, un petit peu à Marseille également. Vous avez peur un petit peu de cette contestation qui s'amplifie ? Non, il ne faut jamais avoir peur d'une contestation quand le peuple revendique, quand des citoyens. Il ne faut pas avoir peur. Moi, ce que je regrette, ce sont les casseurs. C'est l'instrumentalisation qui en est faite et c'est le fait qu'on ne peut pas manifester sereinement et qu'il y a de la casse, qu'il y a de la bagarre. Ça, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour les manifestants, c'est pas bon pour l'État, c'est pas bon pour la société française. Cela dit, nous regardons avec intérêt et vigilance ce qui se passe et en même temps, nous avons un cap. C'est le cap de la réforme, le cap de la protection sociale, mais le cap de la réforme. Et cette loi, El Khomri, elle doit aller jusqu'au bout parce qu'il faut avancer pour l'économie française. Vous avez eu certainement des relations aussi avec votre homologue à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'elle va passer cette loi ? Oui, je l'espère, oui, bien sûr. Il faut voir que le débat ait lieu. Ça va démarrer la semaine prochaine. La commission, je crois, a bien travaillé. Maintenant, il faut avancer. Mais là encore, je crois qu'il y a trop de dogmatisme, il y a trop de bagarres droite-gauche. Si ça va dans le bon sens pour l'entreprise, la droite devrait la voter, cette loi. C'est pas assez, mais ce n'est jamais assez. Mais enfin, quand ça va dans le bon sens, il faut prendre. Quelques mots également sur, vous parliez de mouvement social, il y a ces intermittents, il y a eu un accord qui a été signé et pourtant, ils occupent encore des théâtres, des musées ou autres. Il est temps que ce mouvement cesse ? Je crois que l'accord qui a été passé cette nuit est très important. D'ailleurs, nous allons poser une question au gouvernement sur le sujet tout à l'heure, aux questions d'actualité. Ce n'est pas à moi de dire qu'il faut qu'il cesse, mais enfin, il y a toujours des jusqu'au-boutistes. Et le jusqu'au-boutisme ne paie pas. Il faut maintenant regarder franchement. Il y a des avancées ont été faites. Moi, j'ai eu pas mal de contacts avec les uns et les autres. Voilà, les avancées, il faut les prendre. Merci beaucoup Didier Guillaume. La cloche est en train de retentir. On va bientôt arriver ici avec ces questions d'actualité au Sénat. Et on imagine que le président Gérard Larcher est en ce moment dans le cabinet de départ et qu'il va être bientôt sur le chemin de l'hémicycle, Delphine.
Merci Mickaël pour toutes ces réactions. Et effectivement, avant de retrouver la séance des questions d'actualité, on retrouve Tam Tranui dans l'hémicycle du Sénat, en direct de la tribune de presse. Tam, rapidement un mot sur l'ordre du jour qui est prévu cet après-midi. Bien écoutez, parmi les temps fort prévisibles, on en a déjà parlé, il y aura la question de Leïla Aïché, la sénatrice écologiste de Paris, ex-rapporteure de la commission d'enquête sur la pollution de l'air, qui interviendra sur le cas de Michel Aubier, ce pneumologue qui est accusé d'avoir menti sous serment. Plus globalement, sa question portera sur les conflits d'intérêts et la politique du gouvernement en la matière. Autre question attendue, celle de Pierre Charon, sénateur de Paris, sénateur Les Républicains, qui interrogera le gouvernement sur les débordements place de la République. Il parle bien sûr de Nuit debout, qui a été, je le rappelle, qualifié de, je cite, groupe de gauchistes sans cerveau par Nicolas Sarkozy. Notez enfin l'interpellation d'Emmanuel Macron par le sénateur communiste Jean-Pierre Bosino sur la situation d'EDF. Cela alors que le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a été auditionné hier par les sénateurs de la Commission des affaires économiques. Il a tenté de se montrer rassurant sur les résultats financiers du groupe, dont la dette atteint aujourd'hui plus de 37 milliards d'euros. Une dette qui met à mal les projets d'investissement et notamment ceux des EPR d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. Des projets de plus en plus contestés d'ailleurs. Derrière moi, eh bien, il y a Gérard Larcher qui vient de s'installer et la cloche vient de retentir. Merci beaucoup Tam. Oui, on vient d'entendre la cloche. Tout de suite, donc direction l'hémicycle pour suivre cette séance de questions d'actu en direct sur Public Sénat. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3, sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat. Pour votre information, je me dois de vous indiquer que le Premier ministre Manuel Valls est aujourd'hui en route vers la Nouvelle-Calédonie. J'excuse bien entendu son absence et c'est un déplacement important. J'étais moi-même en Nouvelle-Calédonie dans la semaine du 22 février et je ne peux qu'excuser et souhaiter le meilleur pour ce déplacement du Premier ministre. Comme la dernière fois, au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges une de nos valeurs essentielles, le respect des uns et des autres. La parole est d'abord à notre collègue Jean-Pierre Bosino pour le groupe communiste républicain et citoyen pour 2 minutes 30. Et je rappelle à tous que j'ai le vrai chronomètre. Voilà, on y va. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Les mesures annoncées le 22 avril par l'État et EDF suscitent de nombreuses inquiétudes. Comment l'État pourra assumer la recapitalisation de 3 milliards en privatisant de nouveaux aéroports? Comment l'entreprise se dégage de nouvelles marges en privatisant réseaux de transport d'électricité? Nous sommes bien dans une logique de privatisation globale d'un bien de la nation, alors que le souci de rendement à court terme des investisseurs privés n'est pas compatible avec les enjeux d'approvisionnement et de sécurité énergétique. Deuxième source de préoccupation, la direction a annoncé un plan d'économie d'1 milliard d'euros. Les salariés que nous avons rencontrés sont très inquiets des conséquences sociales de ce plan. La sécurité, et notamment le grand carénage, ainsi que la transition énergétique, appellent pourtant des investissements massifs. La seule stratégie du PDG d'EDF est financière et commerciale, et plutôt hasardeuse, puisqu'il était prêt à engager l'entreprise dans un projet de 23 milliards d'euros, alors que tous les indicateurs sont au rouge. La seule réponse des gouvernements qui se sont succédés est également financière, puisqu'elle se résume à la question des dividendes. L'ensemble de la filière énergétique, de EDF à Areva, a besoin d'une autre stratégie industrielle, le long terme qui préserve les savoir-faire, le développement de la recherche pour l'ensemble des énergies, en préparant l'avenir et la transition énergétique. Les syndicats et nos concitoyens vous le disent, la priorité d'EDF est d'assurer le service public en fournissant une électricité de qualité et compétitive au bénéfice des usagers et de l'économie française, telle qu'avait été définie cette mission par ses créateurs il y a 70 ans. Quelles mesures le gouvernement, actionnaire à 85% d'EDF, compte mettre en œuvre pour garantir ce service public? Allez-vous enfin renoncer aux privatisations incompatibles avec le service public? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie et de l'industrie. Vous avez la parole.
Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs. 2 minutes 30. Monsieur le sénateur Bozino, je souscris pleinement à votre désir de voir EDF comme une entreprise forte au cœur de notre stratégie énergétique et nucléaire. Et c'est bien le choix qui a présidé à toutes les décisions prises par le gouvernement ces derniers mois. D'abord pour refonder cette filière en cohérence, en rapprochant les activités réacteurs entre Areva et EDF, là où la filière s'était jusqu'alors totalement divisée. Ensuite, en décidant de recapitaliser. Parce que, aujourd'hui, quel est le problème de l'entreprise EDF? Il est simple, une ouverture de ses prix au marché, par des décisions qui ont été prises il y a 10 ans et 6 ans, la loi NOM. En même temps, un marché de l'électricité qui s'est effondré, qui est passé de 50 € à 26 € du mégawattheure. C'est ça le problème aujourd'hui d'EDF, principalement. Et donc, face à ce problème, il faut en effet avoir une stratégie d'effort partagé. C'est celle que nous avons décidée. Effort de l'entreprise à travers un plan d'économie qui s'imposait légitimement et qui est tout à fait faisable et qui se fera de manière négociée avec l'ensemble du corps social de l'entreprise en préservant les compétences. C'est d'ailleurs cela qui a conduit aux anticipations dans la période 2010-2015 et en préservant toutes les règles de sûreté. Ensuite, en ouvrant le capital et non pas en privatisant lorsque des actifs le permettent. C'est le cas de RTE, vous l'avez mentionné, et nous travaillerons autour d'un projet industriel. Et puis, c'est l'accompagnement par l'actionnaire majoritaire, l'État à 85%. Et que faisons-nous ? Je ne peux pas partager le constat que vous venez de faire, qui consisterait à dire que nous avons une logique court-termiste. L'État, qui depuis l'ouverture du capital a prélevé 20 milliards d'euros de dividendes, pour la première fois cette année, a renoncé à ces dividendes au titre de l'année 2015. Il faut quand même le rappeler. Et que venons-nous de faire ? Nous renonçons aux dividendes pour les 2 années à venir et nous décidons de réinjecter au moins 3 milliards d'euros. Donc c'est bien une stratégie de long terme, responsable, qui consiste à réinvestir dans l'entreprise, qui a été décidée dans le cadre de ces efforts partagés. Et parce que ce que nous décidons de faire, c'est d'accompagner la stratégie industrielle d'EDF, réinvestir dans le parc, son entretien et le développement des nouvelles centrales dans les années à venir, investir dans le renouvelable et investir dans les projets à l'étranger. C'est ça la stratégie industrielle et l'accompagnement que nous faisons. Monsieur Bozino, pour 14 secondes. Monsieur le ministre, évidemment, je ne suis pas du tout convaincu. Vous faites valser les milliards, mais pourtant, vous n'avez pas été en capacité de sortir 20 millions pour 150 emplois à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité incontestée. En réalité, vous n'avez pas de stratégie industrielle, ça n'est qu'une stratégie financière. La parole est à notre collègue Marie-Françoise Pérol-Dumont pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Chacun de nous, Madame la Ministre, imagine et partage la satisfaction des 60 000 personnes qui ont retrouvé un emploi le mois dernier. C'est une excellente nouvelle dont, au-delà de nos divergences partisanes, nous nous réjouissons tous. Et je remercie nos collègues sur tous les bancs de se réjouir avec ces personnes qui ont retrouvé un emploi. Mais nous n'oublions pas néanmoins celles et ceux qui sont encore en recherche de travail ou en situation précaire. Et la question de l'emploi reste bien légitimement la toute première préoccupation de nos concitoyens. Pour autant, force est de constater que les mesures conjoncturelles engagées par le gouvernement commencent, Madame la Ministre, à porter leurs fruits. La baisse spectaculaire du mois dernier et la tendance globale depuis l'été 2015 ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont bien le résultat de la politique menée depuis 2012. L'amélioration de la situation des jeunes se poursuit. Depuis 2014, 36 000 d'entre eux âgés de moins de 25 ans ont trouvé un emploi. L'aide embauche PME accélère les effets de la reprise économique. Les déclarations d'embauche ont enregistré un net rebond, particulièrement dans les entreprises de moins de 250 salariés. Les conventions enfin signées avec les régions vont permettre de proposer 500 000 formations aux demandeurs d'emploi dans les métiers qui peinent aujourd'hui à recruter et dans les secteurs d'avenir. Pour autant, il importe maintenant, afin que cette évolution positive se confirme, que des réformes structurelles
complète ces mesures afin de lever les freins à la reprise, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, tout en créant, et ce n'est pas antinomique, de nouveaux droits pour les salariés et tout en favorisant un dialogue social de qualité, c'est essentiel. Tel est l'objectif ambitieux de la loi que vous portez, Madame la Ministre. Mais tout cela doit à chaque instant, et les bruits que j'entends le prouvent bien, être remis en perspective. Aussi pourriez-vous, Madame la Ministre, à nouveau, devant notre Haute Assemblée, présenter la cohérence globale des mesures volontaristes portées par ce gouvernement en faveur de l'emploi. L'emploi qui contribue à structurer les êtres humains, l'emploi qui ouvre des perspectives d'avenir, l'emploi qui donne à chacun la légitime conviction de jouer un rôle singulier dans la grande partition nationale. Merci, Madame la Ministre, des éléments de perspective que vous allez nous dresser. Bien, et en respectant le temps, Madame la Ministre, 2 minutes, vous apportez la réponse, s'il vous plaît. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Pérol-Dumont. En effet, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a diminué, sans aucune activité, donc a diminué de 60 000 en mars dernier. Et cela a concerné toutes les classes d'âge. Et je pense que ça, c'est aussi un élément déterminant. Il n'y a aucun triomphalisme, aucun excès de zèle et de confiance à retirer de ces chiffres. Juste, et j'espère, une satisfaction profonde et sincère que nous partageons toutes et tous, que d'avoir sorti 60 000 personnes du chômage, elles et leurs familles. J'ai entendu certaines des remarques dans les travées à l'instant. Je vais vous dire les choses très sincèrement. Quand les chiffres sont mauvais, on nous traite d'incompétents. Quand les chiffres sont bons, on dit que c'est de la manipulation. Cela a un nom. Ça s'appelle le cynisme, qui utilise justement, qui consiste à s'accommoder d'un chômage élevé comme argument électoral. Soyons juste satisfaits que 60 000 personnes et leurs familles aient pu sortir du chômage. Madame la sénatrice, ça demande en effet une politique à la fois avec des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles. Nous avons mis en œuvre le pacte de responsabilité, le CICE, qui ont permis en effet aux entreprises de développer l'investissement, qui ont permis de retrouver des marges, qui ont permis l'an dernier, après plusieurs années de destruction d'emplois, d'avoir en 2015 100 000 créations nettes d'emplois dans le secteur concurrentiel. Au-delà de ça, il y a des mesures conjoncturelles, le plan 500 000 actions de formation supplémentaires pour répondre aux métiers en tension. L'aide embauche PME est là. Et vous l'avez dit, nous entamerons à partir du 3 mai le débat à l'Assemblée nationale autour du projet de loi travail qui permet justement de retrouver à la fois d'améliorer la compétitivité de notre économie, de développer de nouveaux droits et tout simplement aussi de retrouver aussi de la souplesse au niveau des entreprises pour qu'elles puissent remporter de nouveaux marchés. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union des démocrates et indépendants. 2 minutes, s'il vous plaît. Et chacun respecte son temps. Bien. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle porte sur l'enseignement des langues vivantes étrangères dans le contexte de la réforme du collège. J'aurais préféré, Madame la ministre, vous interroger à ce sujet devant notre commission. Votre agenda ne l'a pas permis, je le regrette. Sans doute ne vous a-t-il pas non plus permis de répondre aux nombreuses questions écrites qui vous ont été adressées à ce sujet par les parlementaires. Vous avez présenté votre stratégie en faveur des langues vivantes. Vous la dites ambitieuse. Nous aimerions y croire. Mais il est de notre devoir de vous alerter sur l'effet dévastateur de la suppression à la rentrée prochaine des sections européennes et de la majorité des classes bilingues. Alors que se prépare la rentrée 2016, cette mesure engendre dans nos territoires une inquiétude et une incompréhension de la part des parents, des enseignants, des élèves, que vous ne sauriez minimiser. Vous le savez, ces sections, injustement taxées d'élitistes, permettent de maintenir une certaine mixité dans les établissements, notamment dans l'éducation prioritaire. Et au nom de l'égalité, vous les avez supprimées. Mais l'égalité ne consiste pas à offrir moins à tous, elle permet à chacun de trouver sa voie et son parcours de réussite. En vérité, votre réforme, comme celle des rythmes scolaires, tend à accroître les inégalités territoriales. Comprenez-vous donc que nos compatriotes soient choqués d'apprendre que toutes les classes bilingues seront maintenues à Paris, quand 95% devaient disparaître dans l'académie de Caen,
75% dans l'Académie de Rennes, pour ne citer que quelques exemples. Ce n'est pas notre définition de l'égalité. Ce n'est pas en proposant l'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès la 5e, plutôt qu'en 4e, que l'on compensera la perte de la maîtrise et de l'aisance que permettaient ces classes spécifiques. L'apprentissage des langues, autres que l'anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, est condamné à être fragilisé et la diversité linguistique menacée. Madame la ministre, il est encore temps de faire machine arrière. Ne serait-il pas plus sage de renoncer à détruire ce qui a fait ses preuves? En tout état de cause, que ferez-vous pour résorber les inégalités que votre réforme va générer? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, pardon, je cherche Madame la sénatrice Morin-Desailly. Voilà, merci. Madame la sénatrice Morin-Desailly, honnêtement, quand je vous écoute, je me demande si nous vivions bien dans le même pays ces dernières années. Non, vraiment, hein. Je vous pose la question, car à vous entendre, jusqu'à présent, s'agissant de l'apprentissage des langues vivantes étrangères par nos jeunes collégiens, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? C'est ce que vous venez de nous démontrer. Et donc, les réformes que nous conduisons risquent de mettre à mal ce meilleur des mondes. Eh bien, écoutez, je vous invite à vous adresser aux parents qui vous diront s'ils sentent, eux, que tout allait pour le mieux. S'ils trouvent, eux, que le fait que nos jeunes collégiens français soient parmi les plus mauvais de tous les pays qui nous entourent sur la question de l'apprentissage des langues vivantes étrangères était une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'ils étaient parmi les plus mauvais? Parce que nous n'avions pas de bon apprentissage, parce que l'apprentissage n'était pas suffisamment précoce, qu'on attendait trop longtemps pour le commencer, sauf pour 15% d'élèves qui étaient en effet en classe bilingue, que vous regrettez de toute votre force aujourd'hui, sans prendre le temps de regarder cette réforme qui offre à 100% des collégiens l'avantage de commencer plus tôt l'apprentissage des langues vivantes étrangères. Mais je l'assume totalement, je vous le redis pour la énième fois dans cette Assemblée, j'assume d'avoir voulu donner à tous les élèves français les mêmes chances de réussite plutôt que de les réserver à quelques-uns. Bien, maintenant parlons des classes bilingues sur le territoire. Vous me dites que nous creusons les inégalités territoriales. Je vais vous redire à nouveau que la réforme du collège a conduit à mettre fin à des dispositifs dits de contournement, les classes bilingues qui ont commencé sans raison pour une minorité d'élèves à partir de la classe de 6e, mais en revanche à préserver, voire à développer les dispositifs dits de continuité, c'est-à-dire la possibilité pour des élèves qui ont commencé une autre langue vivante que l'anglais en école primaire, de poursuivre avec une deuxième langue vivante dès la classe de 6e. Je sais, ça paraît un peu compliqué, mais il faut se pencher sur le détail des dispositifs quand on veut en juger ou les critiquer. Dans ce contexte-là, sachez que sur tout le territoire français, il a été veillé à développer les dispositifs de continuité et que cela profitera à tous les élèves à Rouen, comme à Paris, comme à Amiens, comme à Marseille ou Strasbourg. Elle n'a pas de temps. La parole est à notre collègue Pierre Charon pour le groupe Les Républicains. Et pour 2 minutes, Monsieur Charon. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup, j'en tiendrai compte. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui a eu raison de ne pas venir. Monsieur le ministre, voilà plusieurs semaines qu'à Paris, à Nantes, les Français assistent à des scènes surréalistes de violences urbaines. À Nantes, le centre-ville est ainsi devenu un rendez-vous hebdomadaire pour les casseurs, avides d'y trouver des boutiques à piller. Et je sais que le président Retailleau est exaspéré par cette situation récurrente. À Paris, depuis le 31 mars, la place de la République est envahie par des individus s'intitulant Nuit debout, mais qu'il faudrait plutôt appeler Au lit le jour. Tag, arrachage de dalles pour faire pousser de l'herbe sur une place récemment rénovée à prix d'or. Installation de tentes sauvages et de baraquements, saccage de commerce, musique à tue-tête jusqu'à l'aube, incendie de voitures de police. La place de la République est devenue une véritable jungle. Des occupations de bâtiments publics ont lieu. Le théâtre de l'Odéon, la Comédie Française et l'assaut du lycée Jean Jaurès par 150 migrants organisés par l'extrême gauche. Vous mobilisez beaucoup de forces de police dont les ordres sont, surtout, ne pas intervenir. Pourtant, il y a 3 ans, votre prédécesseur était beaucoup plus prompt à donner des ordres contre certaines manifestations pacifiques, réunissant 1 million de personnes sans aucune dégradation. Nuit debout bénéficie de plus de clémence que les veilleurs dont la seule arme était une bougie. Ce laxisme sélectif déshonore l'autorité républicaine.
En voulant éviter à tout prix l'injustice, vous organisez la désorganisation. Comment se fait-il que l'on recule devant les casseurs alors que les terroristes ont été rapidement neutralisés et que notre Assemblée a salué le ministre de l'Intérieur à cet égard? Monsieur le ministre, quand comptez-vous enfin donner des ordres à la police pour qu'elle puisse accomplir sereinement sa mission, le maintien de l'ordre public? La parole est à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Charon, permettez-moi de vous donner un certain nombre d'informations. Et je m'étonne qu'en tant que sénateur de Paris, vous ne connaissiez pas ces informations, parce que depuis le début du mouvement Nuit debout, vous le savez, 73 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. S'agissant des événements particuliers que vous évoquiez, à savoir la nuit de vendredi à samedi dernier, c'est plus de 13 personnes qui ont été interpellées et 9 ont été placées en contrôle judiciaire. 9 ont été placés en contrôle judiciaire et donc seront poursuivis avec la fermeté qui s'impose. Néanmoins, j'entends bien qu'un certain nombre d'élus, dont vous faites partie, je crois, demandent la suspension de la nuit debout au nom, évidemment, des mesures permises par l'état d'urgence. Monsieur le sénateur, l'état d'urgence ne nous permet pas de et nous ne souhaitons pas d'ailleurs, nous abstraire de l'état de droit. Et vous n'êtes pas sans savoir, bien évidemment, que le 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a rendu, à l'appui d'une question de prioritaire de constitutionnalité, un certain nombre d'arrêts rappelant que les mesures d'urgence doivent concilier d'une part la prévention des atteintes à l'ordre public et d'autre part le respect des droits des libertés, dont le droit d'expression collective des idées et des opinions. Il a en outre rappelé que le juge administratif était chargé de s'assurer que chacune de ces mesures serait adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie. Voilà, monsieur le sénateur qui explique que l'État, appliquant strictement le droit, n'a pas l'intention de se mettre dans une situation où il pourrait être condamné, car à ce moment-là, c'est l'État qui serait effectivement affaibli. Merci. Non, vous avez utilisé tout votre temps. Non, Monsieur Charon. 3 secondes alors. Merci. C'est le temps. Ça y est. Monsieur le ministre, vous êtes comme tous vos collègues du gouvernement, vous êtes comme les fraises d'hiver, vous êtes hors sol. Bien. La parole est à Alain Bertrand. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs vous avez la parole. Les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités. Monsieur le ministre, je souhaite faire une proposition au gouvernement pour soutenir la ruralité et l'hyper-ruralité. Les villes, la ruralité souffrent depuis la crise de 2008. Le gouvernement a déjà pris des mesures. Augmentation sensible de la DETR, création d'un fonds spécial d'investissement et 67 autres mesures. Mais dans le même temps, la RGPP, puis la MAP, la modernisation de l'action publique, sont passés et ont frappé proportionnellement beaucoup plus les petits départements et les petites villes que les grands. La baisse des dotations a surpénalisé les plus petites communes parce qu'elles n'ont pas, elles, d'accroissement annuel de leur richesse économique et fiscale. La RGPP et la MAP ont donc fait disparaître des emplois et des salaires. Le rabot des dotations a fait disparaître des investissements et à tout cela s'ajoute la crise agricole dont nous convenons tous. La situation est si difficile, si tendue, si dure qu'il est urgent de prendre les mesures possibles, surtout celles qui ne coûtent pas cher. La première que je vous propose, Monsieur le ministre, est très simple et peut-être immédiate. Elle donnerait un signal fort aux petites centralités, préfectures, sous-préfectures et bourgs-centres qui irriguent toute l'hyper-ruralité, tout notre territoire. Il s'agit simplement de démétropoliser et de délocaliser dans quelques secteurs ciblés, de décider que l'on n'entasse pas tout dans les grandes villes. L'hyper-ruralité a des avantages. Coûts de structure inférieurs, main-d'œuvre de qualité, enseignement de qualité pour les familles, loisirs peu coûteux, sécurité importante. Par exemple, les centres d'appel, que nous connaissons tous, seraient prioritairement orientés vers l'hyper-ruralité. D'après l'annuaire du service public, il existe en tout 248 centres d'appel ou de contact en France. Assurance maladie, allo service, Pôle emploi, service public. Cela
Cela sans compter les centres d'appel privés, comme avec les numéros 118, que nous pourrions inciter à s'installer dans la ruralité, à Gap, à Digne, à Aurillac, à Ajaccio, à Cahors ou ailleurs, plutôt qu'à l'étranger, par quelques mesures très simples. Vous poursuivriez utilement, Monsieur le ministre, et je sais votre attachement à la ruralité, par la démétropolisation des petites unités d'enseignement supérieur, de recherche ou d'entreprises nationales, ainsi que par l'attribution de travaux déportés dans nos administrations. Démétropoliser, délocaliser, c'est une clé pour la ruralité. Faites-le, Monsieur le ministre, c'est sans aucun préjudice aux grandes villes. Allez-y, quand commençons-nous? Alors, Monsieur le ministre, pour vous répondre, allez-y en 2 minutes 15. Allez. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Alain Bertrand, je connais votre passion pour la ruralité, même pour l'hyper-ruralité, nous la partageons. Je sais que vous avez commis un rapport de grande qualité sur le sujet, mais néanmoins, je ne pense pas qu'il soit utile d'opposer ruralité, métropole, périurbain, tout cela contribue à l'aménagement du territoire et essayons de le mener de manière harmonieuse. C'est ce que fait le gouvernement, puisque nous avons tenu, durant l'année 2015, 2 comités interministériels, adopté 67 mesures qui sont en cours d'application, et j'y reviendrai. Nous allons tenir le 20 mai prochain un nouveau comité interministériel ruralité. C'est dire que la ruralité, messieurs les sénateurs, est bien une des priorités de l'action gouvernementale. Et d'ailleurs, nous pouvons déjà en voir les premières réussites sur le terrain avec, par exemple, les maisons de service au public. Vous savez que des engagements avaient été pris pour ramener le service public dans des zones et dans des secteurs où malheureusement il avait disparu. C'est une véritable réussite. Nous atteindrons l'objectif de 1000 maisons de service au public en fin d'année, dont 500 menées avec la Poste, qui non seulement prend en charge les financements, mais qui garantit du coup, et c'est très important, la présence postale dans ces territoires. Nous avons aussi lancé une politique en liaison à Marisol Touraine, une politique des maisons de santé pour l'offre de santé de proximité. Là encore, 1000 maisons de santé seront une réalité à la fin de l'année. Nous menons, avec Emmanuel Macron, une politique de déploiement pour résorber les zones blanches et grises de téléphonie mobile. Nous développons le numérique, y compris dans la ruralité, indispensable à la vie d'aujourd'hui. Alors j'ai bien entendu, monsieur le sénateur, vos propositions pour essayer d'amener davantage d'entreprises dans le secteur rural. Moi, je suis bien sûr tout à fait prêt, puisque les territoires ruraux peuvent accueillir parfaitement les fonctions d'excellence et des unités de recherche et d'enseignement, y compris les centres d'appel. Je suis tout à fait prêt à y travailler avec vous, mais soyez conscients et soyez certains que le gouvernement œuvre fort et vrai pour la ruralité. Merci. La parole est à notre collègue Leïla Haïchi pour le groupe écologiste. Pour 2 minutes 30 maximum, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Je prends acte de la décision du Sénat relative à la transmission du dossier du professeur Michel Aubier à la justice et je salue la décision courageuse et exemplaire prise par le bureau du Sénat et son président Gérard Larcher. Mes chers collègues, lutter contre les faux témoignages et par extension contre les conflits d'intérêts n'est pas une lubie d'écologistes, mais il s'agit au contraire d'un enjeu démocratique et d'intérêt général. Les politiques publiques ne peuvent être basées sur des mensonges. Mentir devant la représentation nationale est inacceptable et je suis scandalisée par la cupidité de certains, de surcroît sur un sujet aussi grave qui nous concerne tous, la pollution de l'air. En mentant devant la commission d'enquête, dont Jean-François Husson était le président et dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteur, le professeur Aubier a tenté d'influencer au service d'intérêts économiques privés des politiques publiques et a ainsi volontairement minimisé un enjeu majeur de santé publique. Plus grave encore, en mentant devant les parlementaires, le professeur Aubier a menti aux Français.
Encore une fois, chers collègues, une société démocratique ne peut pas reposer sur le mensonge. Cela fait longtemps que nous dénonçons ces pratiques qui sont une menace et une atteinte directe au bon fonctionnement de notre société, et ce d'autant plus dans le contexte social et économique difficile que nous traversons. Mais faute de preuves et de volonté, elles ne sont malheureusement que trop peu révélées et condamnées, alors que manifestement, nous le savons tous, elles ne sont que trop nombreuses. En ce sens, nous saluons l'effort fait par le directeur de la PHP, Martin Hirsch, qui a proposé un plan de prévention des conflits d'intérêts. Ainsi, ma question est simple, Madame la Ministre. Que comptez-vous faire pour mettre fin aux conflits d'intérêts? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Marisol Touraine. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Leïla Aïchi. Je veux dire que, comme vous et comme beaucoup de Français, j'ai été très profondément choquée par la façon dont s'est comporté le professeur Aubier, qu'un médecin, surtout de renom, mais son renom ne change rien à l'affaire, soit auditionné sous serment et alors qu'il est rémunéré par un acteur directement concerné, oublie de le mentionner, est purement et simplement inadmissible. Et je veux dire que la décision qu'a prise le bureau du Sénat, qui est rare, est à la hauteur de la gravité des faits. De son côté, la PHP, les hôpitaux parisiens, étudie la situation individuelle de M. Aubier et examine les conditions d'une éventuelle procédure. Au-delà de son cas personnel, je veux dire que la communauté médicale de la PHP, qui a été profondément atteinte par cela, a élaboré un guide pour définir de façon plus précise la façon dont les médecins doivent se comporter face aux conflits d'intérêts. Pour ma part, j'ai fait de la lutte contre les conflits d'intérêts une priorité. J'ai mis en place une base vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Et il existe désormais une base qui peut être exploitée par qui le souhaite, qui permet de repérer les rémunérations dont bénéficient les médecins en provenance de l'industrie pharmaceutique. Lors de la loi de modernisation de notre système de santé, nous avons renforcé le cadre législatif pour lutter contre les conflits d'intérêts et il y a eu au Sénat des contributions tout à fait utiles et intéressantes. Pour ma part, je vous le dis, Madame la sénatrice, je souhaite que ces règles puissent être appliquées, y compris pour ce qui concerne des industries d'autres secteurs que l'industrie pharmaceutique, parce qu'il peut y avoir des médecins qui travaillent avec d'autres secteurs que l'industrie pharmaceutique. C'était le cas notamment du professeur Aubier. Voilà ce qu'est ma position, mais en tout cas, il ne doit y avoir aucune bienveillance, aucune tolérance, aucune acceptation de comportements qui jettent le discrédit sur la déontologie médicale et l'excellence des médecins dans notre pays. Merci Madame la ministre. Madame Aïchi. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je prends acte de la volonté du gouvernement de lutter donc contre les conflits d'intérêts et nous resterons vigilants sur les futures mesures que vous proposerez. À l'instant où je vous parle, Madame la Ministre, je ne peux pas non plus m'empêcher d'avoir une pensée toute particulière pour ces personnes que l'on appelle parfois les lanceurs d'alerte, qui sacrifient leur vie pour l'intérêt général, mais qui bien souvent, trop souvent, restent dans l'ombre, alors que certaines, avides d'argent, sont prêtes, sans scrupule aucun, à mettre en péril jusqu'à la santé et de la vie de nos concitoyens pour quelques euros. Il en va de notre devoir de protéger et de reconnaître les uns, tout en combattant et condamnant les autres. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue pour 2 minutes, Maryvonne Blondin pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, la nuit dernière, les partenaires sociaux du spectacle vivant sont parvenus à un accord sur le régime d'assurance chômage spécifique aux intermittents. Je me félicite de cet accord historique, le premier accord positif depuis 30 ans, qui prouve que la méthode voulue par le président de la République, à savoir donner la primeur au dialogue social partout où cela est possible, fonctionne et porte ses fruits. Et je salue le travail constructif des parties prenantes qui ont su, chacune, faire un pas pour finalement aboutir à un accord satisfaisant pour tous.
Rappelons que le gouvernement avait décidé en 2014, pour la première fois, que ce seraient les acteurs du secteur culturel qui seraient invités à définir entre eux leurs règles en matière d'assurance chômage et d'indemnisation. Ils en étaient exclus jusqu'alors. Au-delà de la méthode, le contenu de cet accord nous réjouit tout autant. Ouverture des droits à indemnisation à partir de 507 heures travaillées sur 12 mois, retour à la date anniversaire pour le calcul des droits, mesure que j'avais fortement défendue dans mon rapport sur l'intermittence en 2013, en remplacement de la date glissante qui est moins satisfaisante et qui avait été instaurée en 2003. Je vous rappelle, la date de 2003 est restée encore dans nos mémoires. Je me félicite également de la neutralisation des baisses d'indemnisation après un congé maternité, étant depuis longtemps sensibilisée à cette question des intermittentes, ces femmes intermittentes du spectacle qui font face à de très nombreuses difficultés. Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer comment le gouvernement compte soutenir cet accord essentiel pour la vitalité et la richesse culturelle de notre pays? La parole est au ministre de la Culture et de la Communication, Madame Azoulay, pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, vous l'avez dit, c'est un accord historique qui a été trouvé. Il n'y a pas de création sans créateur, il n'y a pas de création sans artistes ni techniciens du spectacle. Et le modèle d'assurance chômage de ces artistes et techniciens repose, vous le savez, sur la solidarité interprofessionnelle. Il était donc normal que ce régime contribue à la réforme générale du système de solidarité chômage. L'accord qui a été trouvé, vous l'avez dit, est le fruit aussi d'une méthode. Nous avons fait confiance pour la première fois aux partenaires sociaux du spectacle en leur réservant, dans la loi du 17 août 2015, la conduite des négociations. Ils ont su être à la hauteur de cette confiance. Ils ont trouvé un accord qui prouve la capacité et la détermination de la profession à faire des propositions responsables dans le sens de l'intérêt général. Cet accord devrait permettre de consolider le régime spécifique de l'assurance chômage sur le plan financier et représente un effort qui reste à quantifier précisément, mais de l'ordre de 80 à 110 millions d'euros d'économies qu'il faut saluer. C'est aussi une réponse claire aux inquiétudes exprimées par les professionnels du spectacle et que vous aviez soulignées et analysées dans votre rapport de 2013. Les revendications ont été entendues, vous l'avez dit, de retour à la date anniversaire, neutralisation des baisses d'indemnisation pour les retours de congé maternité et aussi meilleure prise en compte des heures relevant d'un enseignement artistique ou technique en cohérence avec nos politiques d'éducation artistique et culturelle. Cet accord prévoit aussi une majoration de la contribution des employeurs du secteur, ce qui est un signe de responsabilité qu'ils envoient. Par ailleurs, dans le cadre d'une politique plus globale de soutien à l'emploi, une dotation de l'État va être de 90 millions, va permettre de consolider l'emploi permanent dans le secteur et un plan d'action qu'avec Myriam El Khomri nous allons signer va être organisé. Il faut conclure. Pour conclure, il faut le dire clairement aussi, maintenant que cet accord est trouvé, les théâtres doivent être rendus à leur public. Ce n'est plus l'heure ni le lieu de cette mobilisation. Les occupants d'ailleurs de la Comédie Française ont quitté les lieux et j'appelle à ce que les spectacles puissent reprendre partout ailleurs. Merci. La parole de notre collègue Joël Guerriau pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Union centriste, vous avez la parole. 2 minutes. Monsieur le ministre, êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? C'est la question qui sera posée le 26 juin aux électeurs de Loire-Atlantique. Pour la première fois dans l'histoire de notre République, l'État impose à des élus locaux d'organiser une consultation pour un équipement à vocation régionale dont toutes les procédures et les recours sont purgés. C'est un précédent qui nous interpelle. Désormais, quelle que soit son avancée, tout projet peut être mis en cause par une simple question, au mauvais moment, sur un périmètre contestable. Votre décision est d'autant plus invraisemblable que vous avez signé 4 arrêtés préfectoraux d'autorisation de démarrage des travaux. Cela interroge sur la valeur de la signature de l'État. Vous remettez en question les conclusions favorables de l'enquête publique de 2006 et de la commission dialogue créée en 2012 par Jean-Marc Ayrault. Vous désavouez le travail considérable de la justice
qui s'est prononcé 154 fois favorablement. Enfin, cette consultation renie l'engagement des élus de terrain qui s'évertuent pendant des années à mener des procédures de concertation de plus en plus lourdes et chronophages. En bref, vous piétinez 50 années de décisions prises par tous les gouvernements et l'ensemble des collectivités territoriales, les villes, les départements et les régions. Monsieur le ministre, quels documents seront accessibles par les électeurs? Dans le cas d'un vote négatif, comptez-vous abroger la déclaration d'utilité publique de 2008? Et si le oui l'emporte, prenez-vous une nouvelle fois l'engagement de faire évacuer la zone afin que les travaux puissent démarrer? Pour vous répondre, la parole. Le ministre en charge des relations avec le Parlement, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Joël Guerriau, comme vous le savez, le processus que vous avez décrit est issu tout simplement d'une ordonnance qui a été publiée vendredi dernier, conformément à une loi. Évidemment, cette loi, c'est la loi croissance, activité, égalité des chances économiques, qui avait proposé la création de ce type de consultation issue et qui a été validée par l'important travail réalisé par la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique, précédée par le sénateur Alain Richard. Ceci est donc la base juridique de ce travail, qui est une innovation démocratique, qui crée un nouveau dispositif de consultation locale des électeurs pour des projets que l'État peut décider ou non d'autoriser. Cette ordonnance sera donc, trouvera une première application à travers la consultation organisée sur le projet de transfert de l'aéroport dit de Notre-Dame-des-Landes. Ceci a été annoncé par le président de la République le 11 février dernier. Le décret de convocation des électeurs publié précise d'ailleurs que cette consultation aura lieu le 26 juin, qu'elle concernera les électeurs du département de Loire-Atlantique qui correspond au territoire couvert par l'enquête publique dont le projet a fait l'objet. Les électeurs seront appelés tout simplement à se prononcer. Ceci ne remet en aucune façon les enquêtes publiques qui ont eu lieu précédemment. Comme le prévoit l'ordonnance, un dossier d'information sur le projet sera établi par la Commission nationale du débat public. Il s'agit là d'un gage important d'impartialité à la qualité de l'information qui sera mise à la disposition des électeurs. Ce dossier présentera de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets qui sont attendus. Le gouvernement donc invite l'ensemble des forces démocratiques du pays à se mobiliser pour que la consultation du 26 juin soit un succès. Je dirais qu'à chaque fois que nous avons avancé dans les procédures démocratiques de la construction de ces grandes infrastructures, il y a toujours eu des gens qui protestaient contre l'élargissement de la consultation démocratique. Et donc nous sommes une fois assez tristes de considérer que malgré quelque chose qui est parfaitement conforme au droit, à la loi et à la vie démocratique, vous trouviez des choses à redire à cette procédure. Pour 19 secondes, Monsieur Guerriau. Monsieur le ministre, la loi Macron du 6 août 2015 autorise l'État à organiser une procédure de consultation locale seulement pour des projets à venir et non pour des projets autorisés. Vous êtes en train de mettre en place une situation absolument infernale puisque plus aucun projet d'infrastructure ou un équipement qui aurait suivi l'ensemble du droit français ne peut être sécurisé par le droit. Et à chaque fois, on se retrouvera dans une situation compliquée. Vous organisez le désordre, voilà ce que vous faites. Et je voudrais rappeler la position du Premier ministre qui a dit dans cet hémicycle que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fera. Que vaut la parole du Premier ministre? La parole est à Monsieur Alain Dufaux et pour 2 minutes pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Très récemment, Madame la Ministre, un magazine national, un magazine très connu, a mis en ligne sur Internet une vidéo intitulée « Les enfants à l'école de l'islam ». Tournée, cette vidéo, dans une salle municipale d'Avignon. Apparemment, cette salle municipale a été mise à disposition par la mairie d'Avignon dans le cadre du dispositif des enseignements de langue et culture d'origine, le dispositif ELCO. Ce dispositif prend appui sur une directive européenne du Conseil du 25 juillet 1977, visant bien sûr à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. Il a été mis en œuvre sur la base d'accords bilatéraux entre la France et plusieurs États de l'Union européenne.
du Maghreb et du Moyen-Orient. Dispensé à partir du cours élémentaire par des enseignants recrutés, formés et rémunérés par leurs gouvernements respectifs, ce dispositif vient en complément de l'enseignement normal, notamment sur un créneau dévolu théoriquement au temps d'activité périscolaire. L'objectif de ce dispositif à l'origine était de favoriser, bien sûr, le retour au pays des enfants d'immigrés. Cependant, cet enseignement tel qu'il est pratiqué aujourd'hui détourne l'esprit de la loi dès lors qu'il s'adresse à des enfants de deuxième ou de troisième génération qui n'ont pas pour objectif de retourner dans leur pays d'origine. Et force est de constater, avec l'appui de cette vidéo qui a été largement diffusée, qu'aujourd'hui, ce dispositif n'offre pas les garanties suffisantes sur ses contenus pédagogiques et favorise le communautarisme. Alors qu'en cette période que nous traversons, il conviendrait plus que jamais de promouvoir et garantir l'intégration de ces enfants. Alors, Madame la Ministre, à l'heure où nous devons en effet plus que jamais être vigilants et crier notre attachement au principe de laïcité afin de préserver l'ordre républicain, quelles mesures comptez-vous prendre pour réviser ou supprimer au plus tôt ce dispositif qui, de toute évidence, détourne sa fonction d'origine? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale. 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Dufaux, merci pour votre question. Je vais vous répondre précisément sur les ELCO, mais permettez-moi juste de dire en 2 mots que votre question, au fond, complète bien celle de Madame la sénatrice Morin-Desailly, puisqu'elle me permet à moi de compléter mon propos de tout à l'heure. Je disais, notre politique en matière de langue vivante et d'apprentissage des langues vivantes, c'est une plus grande précocité pour que les élèves les apprennent plus tôt et mieux. C'est également une plus grande diversité des langues vivantes apprises à l'école, et y compris à l'école primaire. Et j'ai annoncé il y a quelques mois que pour la rentrée prochaine, nous aurions 1200 écoles primaires de plus dans notre pays qui offriraient une autre langue que l'anglais en apprentissage de LV1, ce qui est vraiment un beau progrès que nous allons continuer. J'en viens aux ELCO, parce que bien sûr tout cela a partie liée. Les ELCO, qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez rappelé, des conventions bilatérales qui ont été passées dans les années 70 entre notre pays et un certain nombre de pays étrangers pour permettre à des professeurs de ces pays étrangers de venir apprendre la langue d'origine à des élèves qui arrivaient et qui s'installaient ici venant de ces pays. Ces conventions, c'est vrai, vous avez raison, ont fait long feu et elles méritent d'être transformées, vraiment. Et c'est ce sur quoi je travaille depuis plus d'1 an maintenant, car cela nécessite une négociation bilatérale pays par pays, que j'ai commencé à mener avec plusieurs pays pour revoir ces conventions et pour faire en sorte que désormais l'apprentissage de ces langues, l'arabe, le portugais, l'italien, le turc, etc., se fasse dans un cadre plus banal, comme on apprend l'anglais, comme on apprend l'allemand, comme on apprend l'espagnol, et que ce soit la réalité des prochaines années de notre pays. Pour réaliser cela, il faut donc revoir les conventions une à une. J'arriverai pour la rentrée 2016 à revoir celle avec le Maroc et celle avec le Portugal, ce qui est déjà une belle expérimentation qui pourra commencer pour faire en sorte que les professeurs qui donnent ces cours dans les langues en question fassent partie intégrante de l'équipe pédagogique des établissements scolaires, que le programme de leurs cours soit contrôlé, qu'il soit même inspecté et que les élèves obtiennent une évaluation, une certification de leurs compétences dans ces langues qui leur permettent de les continuer au collège. Voilà ce que nous commençons à la rentrée 2016 avec ces 2 pays qui ont accepté de faire le premier pas. Et nous nous donnons jusqu'à 2018 pour l'avoir fait avec tous les pays concernés par les ELCO et qu'on change enfin de système. Merci. La parole est à notre collègue Jacques Bernard Magnier pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Monsieur le ministre, le gouvernement a lancé un nouveau dispositif inscrit dans la loi de finances 2016 destiné à soutenir l'investissement public local. Cette enveloppe supplémentaire d'un montant de 1 milliard d'euros est constituée de 200 millions d'abondements de la dotation d'équipement des territoires ruraux, de 300 millions de dotation au bourg-centre et 500 millions pour un fonds de soutien à l'investissement local. Le 15 janvier 2016, le Premier ministre a adressé un courrier aux préfets pour les informer de la création de ce nouveau dispositif. Cette circulaire était accompagnée d'une annexe présentant les modalités d'instruction et d'attribution de la dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements. La circulaire concernant cette instruction de demande précise, je cite, « La loi
n'interdit pas le cumul d'une subvention au titre de l'une des enveloppes de la dotation de soutien à l'investissement avec toute autre subvention, qu'il s'agisse d'une subvention au titre de la DETR ou de l'autre enveloppe du fonds. Monsieur le ministre, ma question consiste à savoir si les préfets ont le pouvoir d'interpréter le texte de cette circulaire pour interdire le cumul du fonds de soutien à l'investissement local avec la DETR, comme c'est actuellement le cas, par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, le préfet de notre région a décidé de réserver ce fonds aux communes qui ne bénéficient pas de la DETR. Cette position me semble tout à fait contraire au texte qui indique vouloir accompagner toutes les collectivités du bloc communal. De nombreux maires, d'ailleurs, m'ont fait part de leur incompréhension et certains d'entre eux envisagent même de renoncer, ce qui est grave, à réaliser l'investissement qu'ils ont prévu, faute d'obtenir ce fonds de soutien. Aussi, je vous demande, Monsieur le ministre, de nous confirmer la possibilité de cumuler ce fonds de soutien à l'investissement local avec la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, comme le prévoit le courrier de Monsieur le Premier ministre au préfet. Pour vous répondre et pour 2 minutes, la parole est à Monsieur Baillet, ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bernard Magnier, tout d'abord, permettez-moi de vous dire qu'il est réconfortant pour un ministre et pour un gouvernement de voir qu'une politique nouvelle mise en place est appréciée et remporte le succès. C'est le cas, Mesdames et Messieurs les sénateurs, du Fonds de soutien à l'investissement local, dit le FSIL, qui est destiné en priorité aux zones rurales, mais pas que, et qui, effectivement, déconcentré auprès des préfets pour être plus efficace, plus réactif et plus rapide, rencontre un véritable succès. Ce fonds, vous l'avez rappelé, Monsieur le sénateur, ce fonds de 1 milliard d'euros tout de même, est divisé en 500 millions d'euros pour l'investissement et consacré à de grandes priorités, investissements déterminés entre les communes et l'État, 300 millions d'euros pour la revitalisation des centres-bourgs et 200 millions d'euros de DETR supplémentaires qui s'ajoutent à la DETR ordinaire. Il est vrai que la réussite est au rendez-vous et nous ne pouvons, les uns et les autres, quels que soient les bancs où vous siégez, que nous en féliciter. Je le disais à l'instant, pour être un outil pertinent et efficace, ce fonds a été déconcentré. Et effectivement, il appartient donc au préfet de le répartir. Monsieur le sénateur, pour répondre clairement à votre question sur le cumul entre le FSIL et la DETR, je vous réponds très directement qu'il n'y a aucune interdiction à cumuler ce fonds avec la DETR. J'ai d'ailleurs récemment rappelé cette orientation au préfet. Je sais qu'il y a eu dans votre région quelques difficultés. Elles sont désormais aplanies. Encore bravo et merci de votre implication personnelle pour la réussite de la France. La parole est à notre collègue Michel Raison pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues sénateurs, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, plus de 68 000, c'est le nombre de personnes détenues actuellement dans les prisons françaises. 58 500, c'est le nombre de places. Une surpopulation carcérale évaluée à près de 10 000 détenus, une densité qui peut arriver jusqu'à 120% dans 93 établissements. Le nombre de matelas au sol a augmenté de 50% en un an. Vétustes, surpeuplés, nos prisons sont régulièrement dénoncées par les instances européennes parmi les pires d'Europe. Les violences augmentent à l'intérieur des prisons. Le taux de suicide est 2 fois plus élevé que celui de la moyenne européenne. Tout ceci ne fait que contribuer à l'aggravation du mal-être bien connu des personnels pénitentiaires. Sitôt entré en fonction, votre gouvernement a pourtant annulé la programmation votée en mars 2012 de 24 000 places de prison à l'horizon 2017. Le financement se votant année après année en crédit de paiement, parce que vous allez me répondre que ce n'était pas financé, trop ambitieux, peut-être, mais quand on observe les chiffres du ministère de la Justice, on est passé de 57 200 places en janvier 2012 à 58 500 aujourd'hui. Ça veut dire que vous n'avez créé que 1 325 places supplémentaires. Et pendant ce temps,
les conditions de vie indignes s'aggravent tant pour le personnel pénitentiaire qui est à bout de force que pour les détenus. Je rappelle aussi que votre prédécesseur a fermé des maisons d'arrêt comme celle de Lure en Haute-Saône parfaitement aux normes, avec un motif fallacieux et contestable. Monsieur le ministre, allez-vous enfin relancer un plan de construction plus ambitieux de places de prison, non pas nouvelles, mais bien supplémentaires? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice. Et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je crois que je n'aurai d'ailleurs pas besoin de répondre en 2 minutes, puisque ma réponse pourrait tenir en 3 lettres. Monsieur le sénateur, la réponse est oui. Vous me demandez s'il faut construire des prisons. Oui, il faut construire des prisons. Combien faut-il en construire? Eh bien, je vous propose que nous en reparlions au mois de septembre, pour une raison très simple. Je pourrais annoncer n'importe quel chiffre. J'ai d'ailleurs lu que beaucoup annonçaient 10 000, 20 000, 30 000. J'ai compté, je crois que depuis que je suis garde des Sceaux, j'ai reçu 25 courriers de parlementaires me demandant des établissements pénitentiaires. Le président Retailleau est allé en Vendée pour me dire La Roche-sur-Yon, Fontenay. Monsieur Béchu m'a parlé de la prison de Trélazé, appelée de manière urgente aussi qu'indispensable. Le Lamentin en Guadeloupe. Je pourrais parler, j'en ai parlé avec François Baroin cette semaine, de la prison de Lavaux, parce que nous allons en plus fermer Clairvaux. Partout, on me demande des prisons. Donc vous voulez la réponse? Oui, nous en construirons en solde. Nous en fermerons, parce qu'il faut aussi en fermer parce qu'elles vont vétustes. Hier, j'étais à Agen, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, saluer la plus grande promotion de personnel pénitentiaire depuis 1958. Ils étaient 788. L'année prochaine, Monsieur le Sénateur, nous recruterons 2500 personnels de surveillance. Donc évidemment, nous supprimons ici des établissements quand ils sont vêtus, c'est le cas de Clairvaux. Nous traiterons évidemment avec toute l'attention qu'ils méritent les personnels qui servent à Clairvaux, mais nous ouvrirons Lavaux, 520 places. Nous ouvrirons une prison dans votre département. Je ne peux d'ailleurs pas vous dire la capacité, puisqu'il ne faut pas toucher aux prisons qui existent. Celle de Vesoul, par exemple, à laquelle je sais que vous êtes attachés. Mais oui, nous construirons des prisons. Merci. La parole. 2 secondes. Seulement 2 secondes, Monsieur le Président, pour vous dire, Monsieur le Ministre, que vous nous avez donné un certain nombre de chiffres de ce qu'il fallait faire, mais ça n'excuse pas ce que vous n'avez pas fait. La parole est à Éric Doligé pour le groupe Les Républicains. 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État au budget. Monsieur le ministre, la France va mieux. Pourtant, 85% des Français ne sont pas satisfaits de la politique proposée par le Président de la République. À titre d'exemple, sur 100 téléspectateurs qui vous regardent en cet instant, 85 ne vont pas se satisfaire d'une réponse sur le thème du « tout va mieux ». Ils sont dans la vraie vie, faits de difficultés et attendent des résultats accessibles. Oui, nous nous réjouissons de la baisse de 60 000 chômeurs de catégorie A. Mais les 60 000 en moins sont venus nourrir les rangs des emplois précaires, des entrées en stage, où on fait l'objet de radiations massives. Où est le cynisme? Que disons-nous aux 3 531 000 chômeurs de catégorie A qui sont sans emploi? 645 000 de plus que depuis votre arrivée. Est-ce que cela va mieux pour eux? Puis-je ajouter que la situation économique s'est fortement dégradée, que la dette continue à s'envoler et représente un risque majeur, que les économies annoncées ne sont pas au rendez-vous et que nous nous faisons distancer par les grandes nations européennes? Dans cette période où il faut faire des économies, le Président annonce à chacune de ses interventions des dépenses nouvelles. À titre d'exemple, le point d'indice de la fonction publique, le plan de formation, la généralisation du service physique, la prime à l'embauche, le RSA, etc. En quelques mois, c'est presque de 11 milliards de dépenses nouvelles qui ne sont pas financées, dont une partie significative sera reportée après 2017. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de rompre avec cette politique de promesses intenables, reportées, et qui s'apparente en cette période de dernière année de quinquennat à des promesses électorales? Pour vous répondre, la parole est à Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget. Monsieur le ministre, 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Monsieur le sénateur, votre question appelle 2 angles de vue. Le premier, je vous invite à nous dire, puisque vous avez pointé une liste de ce que vous appelez des dépenses nouvelles, je vous invite à nous dire lesquelles sont superfétatoires, lesquelles sont inutiles.
Fallait-il renoncer à un plan de formation pour les chômeurs dont vous pointez le nombre trop important? Fallait-il renoncer à 900 millions d'euros d'allègement de cotisations pour les professions agricoles qui en ont tellement besoin? Fallait-il renoncer à ce que les bas salaires dans la fonction publique soient dignement reconnus par une trop légère, diront certains, augmentation du point d'indice? Donc plutôt que de stigmatiser et d'additionner d'ailleurs, pardon de vous le dire comme ça, avec la franchise habituelle des dépenses de 2016, de 2017 et de 2018 pour arriver à des chiffres 11 milliards qui représentent une addition, comme on dit dans le monde populaire, de carottes et de navets. 4 milliards d'euros supplémentaires seront nécessaires pour le budget 2016 suite aux annonces du président de la République. Je les ai passées en revue rapidement et hier nous avons eu l'occasion dans cet hémicycle d'en débattre. Comment seront financées ces dépenses? C'est le deuxième angle d'observation de votre question. Elles seront financées comme l'an dernier. L'an dernier, à la même époque, vous aviez les mêmes discours. Dire que ce que nous avions mis pour la sécurité des Français, ce que nous avons mis pour la défense, notamment extérieure dans notre pays, vous disiez on ne saura pas le financer. Fin de l'année dernière, le déficit a été de 3,5% au lieu de 3,8%, soit 6 milliards de moins que prévu. Donc, ayez confiance, travaillons ensemble pour que des économies supplémentaires puissent financer des dépenses nouvelles dont vous devez de reconnaître avec nous qu'elles sont nécessaires. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Doligé, pour 20 secondes. Oui, je m'attendais bien sûr, Monsieur le Ministre, à la qualité de vos réponses. Je sais que je parle à un poids lourd du gouvernement, donc je savais quelle serait la nature de vos réponses. Mais très sincèrement, vous savez que vous les reportez pour la plupart au-delà de 2017. Vous savez aussi que les économies ne sont pas faites. Vous savez aussi, oui, mais vous me montrez bien sûr ce que nous ferons après 2017, non. Comme nous vous avons dit que ce n'était pas possible. Alors, simplement, pour terminer à titre amical, je voudrais vous dire que dites au président de la République qu'il ne cherche pas M. Macron le 8 mai, il sera à Orléans pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Bien, la parole est maintenant à notre collègue David Rachline pour les non-inscrits, 2 minutes 30 maximum. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Lundi dernier, le président des États-Unis venait rencontrer les dirigeants européens et leur a une nouvelle fois fait la leçon. Et sans grande surprise, il a trouvé en Madame Merkel une alliée de poids pour défendre les négociations du fameux traité transatlantique dit TAFTA. À la suite de celle du Front National, des voix commencent à se faire entendre et j'ai notamment noté celle de M. Cambadélis pour dénoncer ce traité tant sur le fond, traité imprégné d'idéologie mondialiste déracinée, que sur la forme, opacité totale des négociations. À l'heure où la notion de transparence est sur toutes les lèvres des responsables publics, il est pour le moins étonnant d'avoir accepté les conditions dictées par les États-Unis. On est bien loin de la démocratie participative, si chère à l'une de vos collègues. Je me réjouis que le Front National ait été un des lanceurs d'alerte sur les risques majeurs portés par ce traité, tant sur le plan commercial que, ce qui est plus grave, sur les plans sanitaires ou encore judiciaires. Même si, d'une part, le gouvernement français n'est pas partie prenante dans cette négociation, mais malheureusement un simple observateur des agissements de la Commission européenne, et que, d'autre part, ce traité est le fruit de la déconstruction idéologique des nations prônée par les instances européennes et soutenue depuis toujours, aussi bien par la gauche que par la droite, ma question, Monsieur le Ministre, est finalement assez simple et intéresse au plus haut point tous les Français. Quand allez-vous annoncer que la France demande à l'Union européenne de mettre fin à cette négociation et, à défaut, quelles sont les lignes rouges que le gouvernement de la France s'est fixées dans ces négociations, lignes qui, si elles étaient franchies, entraîneraient un rejet par la France de ce traité avant même toute forme de ratification? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Affaires étrangères, du Développement international, Monsieur Jean-Marc Ayrault. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. La France n'est pas l'ennemi du libre-échange. Nos entreprises en ont besoin. Et vous êtes bien content lorsqu'il y a des succès à l'extérieur d'investissements et qui sont créateurs d'emplois dans ces pays, mais aussi dans le nôtre. Donc ne soyez pas dogmatiques. Mais par contre, il nous faut être exigeants. Et être exigeant, c'est le rôle de la France, mais c'est aussi le rôle de la France de le dire dans les instances européennes, puisque c'est l'Union européenne qui négocie, bien sûr, en relation étroite avec nous. Et je voudrais citer un bon accord
c'est le cas de celui que l'Union européenne a paraphé avec le Canada. On y retrouve l'accès aux marchés publics, y compris au niveau des provinces. On y retrouve le respect des indications géographiques si importantes pour nos terroirs. On y retrouve un règlement des différends respectueux du rôle des États. On y retrouve un équilibre dans l'ouverture des marchés au bénéfice notamment de nos agriculteurs. Mais avec les États-Unis, à ce stade, disons-le clairement, le compte n'y est pas. Et le bénéfice mutuel n'est pas assuré. Les garanties indispensables à la défense de nos intérêts et de nos choix collectifs, qu'il s'agit de la qualité des produits, des normes sociales, des normes environnementales, ne sont pas réunies. Les objectifs offensifs de l'Europe, notamment en matière d'accès aux marchés publics, ne sont pas atteints. La France ne veut donc pas d'un accord au rabais. La France ne l'acceptera pas. Ce qu'elle veut, c'est une négociation en toute transparence, une négociation qui permette de satisfaire nos véritables ambitions pour le développement de nos échanges avec les États-Unis, dans le respect de nos intérêts, de nos traditions et de nos valeurs. Tel est l'objectif du gouvernement. Alors vous dites qu'on ne pèse pas, qu'on ne décide pas. Vous avez tort. Il faudrait que vous sachiez qu'au final, quoi qu'il arrive, et en tout cas nous en sommes très loin, c'est le Parlement qui se prononcera. Monsieur Rachline. Je me réjouis de ces paroles, Monsieur le Ministre, mais j'ose espérer qu'elles ne sont pas faites que pour gagner du temps devant la fronde qui se propage devant ce TAFTA. Je crois qu'il serait temps que le gouvernement et le président de la République posent un acte fort de souveraineté et comme en 1998 lors des négociations sur l'AMI, la France dise haut et fort son opposition à la poursuite des négociations. Et comme l'histoire nous a appris qu'on ne pouvait pas faire confiance à la Commission européenne, je demande que si les négociations devaient déboucher sur un traité, la ratification soit soumise à la seule souveraineté absolue, c'est-à-dire à l'expression de la volonté du peuple français et fasse donc l'objet d'un référendum et que, contrairement à celui de 2005, le gouvernement ne bafouera pas l'expression démocratique. Merci. Je vous rappelle que nous en avons fini avec les questions d'actualité. Les prochaines auront lieu mardi. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur Public Sénat. On continue l'analyse et le décryptage, mais aussi les réactions et notamment celle de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Elle est au micro de Mickaël Zamès en ce qui concerne le conflit des intermittents. C'est à vous, Mickaël. Madame la ministre, nous sommes en direct sur l'antenne de Public Sénat. Un accord a été trouvé. Est-ce que vous appelez, est-ce que le mouvement des intermittents cesse tout de suite? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un accord historique. Pour la première fois, ce sont les partenaires sociaux du secteur du spectacle qui ont négocié. Avant, ils n'avaient pas la main sur ces négociations. Et le gouvernement, en 2015, à travers une loi, leur a donné la possibilité de prendre leur destin en main. On leur a fait confiance, ils ont négocié et ils ont réussi à trouver un accord substantiel qui contribue à le meilleur équilibre général du régime de l'assurance chômage. Cette négociation a eu lieu, l'accord a été trouvé. Il faut maintenant que les spectacles puissent reprendre. Alors justement, cet accord il est validé à l'intérieur de la branche, mais il n'est pas encore validé par l'UNEDIC. On sait que le MEDEF général n'est pas forcément très heureux de cette forme d'accord. Est-ce que vous pensez que l'UNEDIC acceptera cet accord tel qu'il a été entériné? C'est la période qui va s'ouvrir qui est importante. Une fois que cette étape qui était indispensable, qui vient de s'achever, première chose, l'accord va être chiffré très précisément. Aujourd'hui, on a une fourchette de contribution de cet accord qui serait de l'ordre de 80 à 110 millions d'euros, ce qui est extrêmement substantiel par rapport à l'objectif général d'équilibre de l'assurance chômage. Donc d'abord un chiffrage. Ensuite, les confédérations patronales et syndicales devront prendre leurs responsabilités, y compris le MEDEF. Et enfin, l'État accompagne, je dirais, cet effort en créant un fonds, comme le Premier ministre s'y était engagé il y a un an, un fonds d'accompagnement à l'emploi permanent qui va être doté de 90 millions d'euros et qui va donc contribuer lui aussi à l'équilibre général du secteur au sens large. La CGT craint qu'au bout, cet accord finisse par se transformer en une caisse autonome où la solidarité serait du coup absente entre l'assurance chômage et cette caisse des congés spectacles. Est-ce que ce risque est réel ou est-ce que pour l'instant il n'est que fantasme? C'était tout le sens et tout le pari, je dirais, que de faire confiance aux partenaires sociaux du secteur. S'ils n'avaient pas trouvé d'accord, le risque aurait pu exister. Cet accord existe et ça montre qu'ils peuvent construire à l'intérieur de la solidarité interprofessionnelle un régime responsable et à la fois responsable et spécifique au secteur de la création et du spectacle. Donc je crois que la meilleure façon
de garder le spectacle à l'intérieur de la solidarité interprofessionnelle, c'était justement cet accord. Est-ce que vous dites aujourd'hui à la CGT, vous essayez de les rassurer? La CGT, d'abord je salue le fait qu'elle ait participé et participé à la conclusion de cet accord cette nuit. Donc je les félicite, comme je félicite l'ensemble des autres organisations syndicales et aussi les entreprises du secteur du spectacle. Que dites-vous au MEDEF? Vous pensez vraiment que le MEDEF va signer cet accord? C'est leur responsabilité, je ne peux pas m'exprimer à leur place, mais je pense que la contribution du secteur du spectacle est une contribution très significative. Je veux dire, personne n'aurait cru, rappelez-vous des crises qu'on a connues dans le secteur de l'intermittence, personne n'aurait cru qu'on arrive à un tel accord raisonné et aussi substantiel en termes d'économie, tout en faisant droit aussi aux revendications très légitimes, je dirais, des artistes et des techniciens. Vous connaissez les sujets, les maternitantes dont les droits étaient rognés, la prise en compte des heures de formation pour l'intermittence et aussi, bien sûr, le retour à une date anniversaire. Donc c'est un bon équilibre, je dirais, donnant-donnant qui a été trouvé. Mais pour faire suite à la question... Vous servez les 90 millions d'euros que Mme Valls a annoncé ce matin? Alors il y a une mission qui est en cours justement pour voir une grande consultation. Quelles sont les mesures de soutien à l'emploi permanent qui peuvent être mises en place? Et je vais réunir très prochainement un Conseil national des professions du spectacle où chacune des organisations professionnelles va pouvoir justement s'exprimer sur les mesures qui lui semblent les plus pertinentes pour accompagner l'emploi permanent dans le secteur et limiter la précarisation, parce qu'intermittence ne veut pas dire forcément précarité. Vous appelez à la levée des occupations des théâtres nationaux. À quelques mètres d'ici, le théâtre de l'Odéon est toujours occupé par une trentaine d'intermittents qui disent on ne bouge pas, tant qu'il n'y a pas signature définitive, on ne partira que par la force. Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, je ne sais pas exactement qui est dans le théâtre de l'Odéon. À la Comédie Française, ceux qui l'occupaient sont partis. Je dois le souligner et je pense que maintenant, je comprenais cette mobilisation pendant que la négociation était en cours. Les gens voulaient faire entendre leurs revendications. Cet accord a été trouvé. Ce n'est plus le lieu de la mobilisation. Ce n'est plus le lieu, ce n'est plus le moment non plus. Le spectacle doit reprendre, sinon, en fait, la cause qu'on prétend servir n'est pas défendue puisqu'on empêche les spectacles, on empêche le public. Donc maintenant, il faut effectivement rendre le théâtre à leur public. Et si ce n'est pas le cas? Il faut qu'il soit rendu. Vous envisagez l'usage de la force? Il faut que ce soit rendu. Je pense que les gens vont partir d'eux-mêmes. Après, sinon, là aussi, nous prendrons nos responsabilités. Mais les gens doivent partir. Merci beaucoup. C'était la ministre de la Culture en direct sur l'antenne de Public Sénat. Delphine, on se retrouve dans un instant pour d'autres réactions. Merci beaucoup, Mickaël. Et on continue l'analyse et le décryptage de cette séance de questions d'actualité gouvernement avec mes deux invités sur ce plateau. Frédérique Espagnac, bonjour, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes également membre ici au Sénat de la Commission des affaires économiques. Face à vous, Joël Guerriau, bonjour, sénateur UDI-UC de la Loire-Atlantique. Et vous êtes au Sénat, vous avez interpellé le gouvernement cet après-midi sur Notre-Dame-des-Landes. On va en parler dans un instant. Je voudrais vous faire réagir aussi à ce climat social, on l'a entendu, tendu, puisqu'il y a à la fois la mobilisation sociale dans la rue contre la loi travail, les négociations qui ont repris à l'UNEDIC sur l'avenir de l'assurance chômage. Certains redoutent une explosion. Frédérique Espagnac, qu'en pensez-vous ? En tout cas, j'espère que non. Enfin, sur le fond, je crois que les discussions, elles sont légitimes, elles sont normales. Les négociations, dans une démocratie comme la nôtre, elles ont toute leur place. La manifestation aussi. Enfin, je suis une parlementaire de gauche. Le peuple s'exprime par des manifestations, à condition, évidemment, toujours qu'on respecte un certain nombre de règles de droit. En tout cas, tout à l'heure, j'ai juste vu des agressions envers les policiers. Enfin, rappelons-nous quand même qu'ils ont été à nos côtés au moment des attentats. Alors, il y a la manifestation, mais il y a aussi le respect de ces hommes qui veillent à notre sécurité au quotidien. On ne peut pas les agresser un jour et les prendre comme ça un peu à l'offensive. J'ai pas aimé ça. Ouais. Voilà, je crois que la manifestation, on peut revendiquer les choses. On a vu des échauffourées un peu j'accepte pas, dans certaines villes de France. Avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Ouais, notamment à Nantes. Joël Guerriau, vous disiez concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes que le gouvernement crée le désordre. Absolument, puisqu'on est en train d'inventer un processus de concertation alors même que l'ensemble des procédures et des recours ont été apurés. C'est un sujet qui a plus de 50 années derrière lui, où il y a eu énormément de décisions qui ont été prises par les gouvernements successifs, par les représentants des collectivités territoriales, que ce soit des villes, des départements ou encore les régions. Et nous arrivons donc dans une situation où, paradoxalement, alors que le Premier ministre, le 15 octobre, dans notre hémicycle, a dit
clairement, avec détermination, l'aéroport se fera. Et bien, on voit qu'aujourd'hui, on a trouvé une espèce de manœuvre politique totalement ahurissante qui contribuera finalement à organiser et à donner raison à ceux qui... Cette qui sont les consultation, opposants. ce référendum, ce n'est pas conforme à la vie démocratique, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Ah, complètement, c'est même antidémocratique puisque on met en demeure finalement des représentants du peuple qui ont travaillé pendant près de 50 années en respectant toutes les procédures de concertation, en rajoutant d'ailleurs, puisque lorsque en 2012 le Premier ministre Jean-Marc Ayrault décide de créer un dialogue citoyen, il rajoute de la concertation à de la concertation qui avait été faite en bonne et due forme. Alors où doit-on aller pour arriver finalement à ce que les décisions soient réellement établies et à partir de là que l'on puisse lancer les travaux d'un aéroport qui a été largement autorisé à maintes reprises, dont 4, et c'est pas rien, 4 arrêtés préfectoraux qui engagent l'État dans le démarrage des travaux. Frédéric Espagnac, est-ce que c'est pas un peu symptomatique la tenue de ce référendum, des atermoiements du gouvernement dans un certain nombre de dossiers? Non, c'est gênant. Hein. Non, rien. Je vais vous répondre le plus simplement du monde. Le simple fait, non, très simple. Le simple fait que ce dossier mette tant de temps à aboutir, et on le voit bien, prouve bien qu'il y a un problème majeur. Donc on ne va pas se mentir, et on le sait, et les uns et les autres. Le problème, c'est de refuser d'appliquer des décisions qui ont été Allez-y, Frédéric Espagnac. À un moment donné, en tout cas, certes, il y a des élus. J'en suis une, il y a des choses, des choix qui ont été faits, et puis à un moment donné aussi, il y a une réalité qui est la situation telle que nous l'avons aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi une élection présidentielle qui fait qu'on fait des manœuvres politiques pour essayer de retarder la mise en œuvre des promesses qui ont été faites. On n'est là que depuis 4 ans, j'ai pas eu le sentiment que les choses aient beaucoup plus avancé à votre époque. Mais est-ce qu'il doit être fait cet aéroport, comme a dit Manuel Valls dans l'hémicycle, ça a été rappelé effectivement. On peut débattre et y aller en frontal. Moi, ce que j'aime bien, c'est rester sur le fond des choses. Alors à un moment donné, on peut se dire les choses, mais si la polémique, c'est vous qui l'a faite, c'est pas moi ici. Je vous le redis. Donc, une fois qu'on a posé les choses, il y a un intérêt. Très amusant de vous écouter. Écoutez, je suis désolée. En l'occurrence, c'est comme ça que vous avez abordé les choses aujourd'hui face à moi. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a une réalité, il y a l'intérêt, il y a eu des études, Ségolène Royal a aussi donné son avis sur un certain nombre de choses. Je confirme quand même que nous avons aussi eu la conférence mondiale, en l'occurrence, la COP21. Voilà, donc je pense que les intérêts tels qu'ils ont été posés au début de ce projet ne sont plus forcément les mêmes aujourd'hui. Moi, j'entends qu'une chose, c'est qu'à partir du moment où le président de la République a proposé cette solution, vous me dites... Une solution d'ailleurs qu'il n'a pas pu mettre en place. Il a parlé d'un référendum local. Nous sommes aujourd'hui dans une consultation locale qui a été un tripotillage à partir d'une ordonnance issue d'une loi qui n'était pas dans ce sens-là. Donc reconnaissez quand même que c'est vraiment du bricolage. C'est pas la bonne solution pour sortir la tête haute de ce dossier, Frédéric Espagnac. De toute façon, on est bloqué dans la polémique est engagée, le désordre vous l'avez mis en œuvre et on en sortira. Écoutez, le désordre c'est pas nous. Enfin, à un moment donné, c'est les occupations qui sont là. Toutes ses limites en la matière dans la gestion. J'ai tendance à penser que si vous aviez réglé le problème il y a 4 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc j'ai tendance à penser que si vous aviez un résultat positif de votre côté, on n'aurait pas à gérer cette situation aujourd'hui. Excusez-moi. Excusez-moi, le projet c'était. Je voudrais quand même insister sur le fait qu'il s'agissait d'une livraison d'un aéroport pour 2017. C'est-à-dire que rien ne vient du gouvernement précédent, mais il vient bien du gouvernement actuel, puisque toutes les choses étaient mises en place. Et le début, c'était 2013. Or, en 2013, c'est vous qui étiez au gouvernement, et en 2012, c'est Jean-Marc Ayrault qui a pris la décision d'en finir une fois pour toutes. Je vois bien que vous êtes empêtré dans des situations incroyables, et pour toutes les lois, vous êtes égal à vous-même. À notre temps fort de l'actualité au Sénat aujourd'hui, et vous serez peut-être d'accord sur ce point, il s'agit d'une première. Le bureau du Sénat qui a décidé de saisir le parquet suite aux déclarations mensongères du professeur Aubier devant la commission d'enquête sénatoriale sur la pollution de l'air. Écoutez la réponse de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, en ce qui concerne la prévention des conflits d'intérêts. C'était tout à l'heure lors de la séance. Je veux dire que la décision qu'a prise le bureau du Sénat, qui est rare, est à la hauteur de la gravité des faits. De son côté, la PHP, les hôpitaux parisiens, étudie la situation individuelle de M. Aubier et examine les conditions d'une éventuelle procédure. Alors avant d'en parler avec mes invités, on retrouve Mickaël Zamès, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec le sénateur Jean-François Husson. C'était le président de cette commission d'enquête sur le coût économique de la pollution de l'air. Absolument, on discutait à l'instant en entendant Marisol Touraine. J'imagine que vous avez été satisfaite tout d'abord de la décision du bureau du Sénat ce matin. Oui, d'abord parce qu'elle me paraît conforme aux engagements que doivent prendre les responsables, quels qu'ils soient. Et puis parce que, pour tout vous dire, c'était l'avis unanime des sénatrices et des sénateurs qui étaient présents à l'audition du professeur Aubier et de Martin Hirsch début mars.
Est-ce que vous estimez que c'était l'institution Sénat qui avait été bafouée? Oui, c'est l'institution Sénat, mais c'est les institutions de la République. Je crois que quand on prête serment, en plus, quand on est médecin, on prête 2 fois serment. Donc on doit être doublement attentif. Sur cette commission d'enquête qui avait estimé à peu près à 100 milliards, hein, c'est ça, le coût de la pollution, vous estimez aujourd'hui que les travaux pourraient recommencer avec Michel Aubier, pourraient être réentendus à nouveau ou pas? Est-ce que, en termes de conflit d'intérêts, ça pourrait encore exister? Pour être honnête, je ne pense pas que ça ait influencé de manière, en tous les cas, à pouvoir remettre en cause l'opinion qu'il a exprimée, puisque on la connaît, elle n'est pas tout à fait conforme à bien d'autres membres du corps médical notamment. Je crois que par contre, ce qui est aujourd'hui important, c'est de travailler sérieusement sur la question de la pollution de l'air, puisque vous avez dû le voir, c'est dans la presse aujourd'hui. La pollution de l'air est aujourd'hui dans les tout premiers facteurs, dans les 2 facteurs majoritaires cités en priorité comme facteurs concernant les préoccupations de nos concitoyens. Est-ce que vous avez été satisfait également de la réponse formulée par Marisol Touraine dans l'hémicycle tout à l'heure, à savoir sur les conflits d'intérêts, où elle veut lutter depuis le début sur les conflits d'intérêts, mais là c'est un vrai conflit. Alors j'ai été d'abord satisfait du fair play de ma collègue, la rapporteure Leïla Haichi, qui vient exposer la problématique à la manière d'ailleurs dont nous avons travaillé. Et j'apprécie également la réponse de la ministre Marisol Touraine, mais je crois que le plus dur commence. C'est difficile. Lorsque nous avons auditionné Martin Hirsch, il nous a aussi expliqué, donc en fait, quelque part, on marche sur des œufs. Il faut se donner un cap, il faut tenir une ligne et il faut faire en sorte que de chaque côté, tout le monde fasse les efforts nécessaires. Mais c'est important parce que ces conflits d'intérêts, je dirais, participent au discrédit, au sentiment de défiance qui aujourd'hui touche les autorités. Merci beaucoup, Monsieur Husson. Leïla Haichi qui va venir à notre micro d'ici quelques minutes également pour s'expliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël. Frédéric Espagnac, vous êtes membre du bureau. Ça a été rappelé, décision prise ce matin à l'unanimité du bureau. Il fallait un signal fort de la part du Sénat pour ne pas entacher la crédibilité. Indispensable pour l'institution, mais aussi pour tout, au-delà de notre institution, j'ai envie de dire, pour les 2 institutions parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Je veux dire, quand aujourd'hui nous avons une commission d'enquête et que chaque personne, en tout cas, qui est invitée à y être témoin, porte, en tout cas, et prête serment, je veux dire, il est logique que toute personne qui parjure, et en tout cas qui raconte à la représentation nationale, et donc aux représentants du peuple, et qui ment, en l'occurrence, comme vraisemblablement ça a été fait, je n'ai pas à juger, mais enfin, en tout cas, il a omis des informations qui prouvaient, en tout cas, le conflit d'intérêts. On ne peut pas laisser passer ça. Je crois que nos commissions d'enquête, que ce soit ici ou à l'Assemblée nationale, ont souvent permis des témoignages très forts. Et justement de montrer aussi, de faire jour la vérité. Donc c'est aussi l'importance de ces commissions, il faut savoir les préserver. Ouais. Une réaction, Joël Guerriau? Oui, elle est double. D'abord parce que le Sénat est réputé pour la qualité de ses rapports. Ces rapports se construisent à partir d'auditions. Nous avons une chance extraordinaire de pouvoir recevoir des experts les plus reconnus dans les domaines qui nous permettent ensuite de déterminer des conclusions, de déterminer des orientations qui peuvent avoir par la suite force de loi. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important d'être vigilant sur la sincérité de ceux qui viennent exposer auprès de nous un sujet ou un autre. Ça, c'est la première raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'être dans l'approximatif et d'être trompé et d'être manipulé. Et puis la deuxième raison, c'est que le sujet lui-même est très important. C'est un sujet de santé publique. C'est-à-dire que ça concerne chacun de nous en tant qu'être humain. Jouer avec cela, et pour des raisons purement de lobbying et d'intérêt économique, est inacceptable, inadmissible. C'est la raison pour laquelle cette décision du bureau du Sénat est la bonne décision et je crois que tous les sénateurs sont unanimes pour le reconnaître. On continue ensemble à parcourir, à commenter l'actualité du jour. Cette actualité, c'est aussi, je le disais, en titre, la mobilisation contre la loi travail. On va retrouver Faustine Saint-Geniès, notre journaliste, toujours en direct du cortège parisien, pour faire un point sur l'ampleur de la mobilisation. C'est à vous, Faustine. Oui Delphine, les syndicats sont plutôt satisfaits de cette mobilisation. Ce mouvement contre la loi El Khomri ne s'essouffle pas. Bon, le cortège est un peu fourni derrière moi, mais on n'attend pas une mobilisation au record. Et seuls les chiffres officiels pourront attester de l'ampleur de cette manifestation. 7 syndicats de salariés et d'étudiants sont mobilisés ainsi que certains membres de Nuit debout pour demander le retrait pur et simple du projet de loi El Khomri qui a été largement modifié, largement amendé. Mais pour autant, ils jugent qu'il y a toujours une ligne rouge qui a été franchie.
la modification, la nouvelle hiérarchie des normes selon laquelle un accord au sein d'une entreprise pourra prévaloir sur un accord intra-branche, même s'il est moins favorable. Voilà, à ce cortège se sont associés des cheminots ou des intermittents. Tous disent ce n'est pas notre conception du dialogue social. Le gouvernement s'essuie les pieds sur notre modèle social. Voilà parmi les slogans que l'on pouvait entendre. Un climat social plutôt tendu qui devrait se poursuivre toute la semaine prochaine avec l'arrivée du projet de loi El Khomri à l'Assemblée nationale et bien évidemment les grandes manifestations du 1er mai. Merci beaucoup Faustine. On a entendu ces réactions. Frédérique Espagnac, le gouvernement s'essuie les pieds sur le modèle social. Que répondez-vous ? J'ai envie de répondre deux choses. La première, sans langue de bois, j'avais été une des parlementaires à regretter la méthode qui avait été employée au départ en disant que justement nous avions un engagement de ce point de vue-là et qu'il était indispensable de évidemment respecter cette première étape du dialogue social pour après permettre aux parlementaires d'enrichir le texte. Le texte, on l'a dit, a été enrichi depuis. Je pense qu'un équilibre a été réintroduit à la fois sur la protection des salariés et en même temps le besoin d'évolution de la souplesse que les entreprises ont besoin et ce qui est une réalité aujourd'hui. Bon, une fois qu'on a dit ça, chacun d'entre nous et à l'Assemblée nationale et au Sénat va continuer à avancer. On a d'ores et déjà des avancées qui ont été posées sur le compte, sur le compte personnel d'activité, sur le droit de déconnexion, sur un certain nombre de choses. Bon, à nous de continuer, mais je ne peux pas laisser dire ça aujourd'hui. Je pense que quand même des choses ont été entendues. Les syndicats, notamment les uns et les autres, se sont retrouvés, ont aussi fait des propositions. Certaines ont été reprises, indéniablement pas toutes. Joël Guerriau, on sait que la loi El Khomri arrive à l'Assemblée la semaine prochaine et sera examinée par la suite au Sénat. Un texte équilibré, a dit Frédérique Espagnac. Vous partagez cette analyse ? Malheureusement, c'est un texte qui finalement va probablement déplaire à beaucoup, puisque ceux qui étaient favorables à la première version considèrent qu'aujourd'hui cette version n'est plus la bonne, et ceux qui étaient contre le sont toujours. Donc je pense que le résultat va être difficile. Ce que je pense aussi, c'est qu'il est vraiment dommage qu'on arrive à quelques mois de la prochaine élection présidentielle et que c'est un sujet qui n'ait pas été traité dès la première année. Nous sommes là sur un sujet fondamental. Peut-on considérer que la situation est suffisamment satisfaisante pour qu'on ne change rien, ou doit-on au contraire engager une réforme en profondeur qui permette de répondre à la situation française, notamment en termes avec un taux de chômage très élevé et une situation qui malheureusement n'a pas été dans la bonne direction. Donc il me semblait utile que nous ayons cette réflexion bien en amont et non pas aujourd'hui, c'est un peu tard. Et je comprends malheureusement qu'on puisse manifester sur le sujet et il faut aussi entendre la rue. Sur la question de la façon dont se passent les manifestations, je crois qu'on n'a pas à discuter sur ceux qui sont des casseurs, qui pour moi ne sont pas entendables, et ceux qui au contraire manifestent avec intelligence dans le paix, le calme. Merci Joël Guerriau. Merci Frédérique Espagnac. Avant de terminer cette édition, on retourne salle des conférences pour une dernière réaction au micro de Michaël Zamès. Vous êtes avec la sénatrice écologiste Laïla Aïchi, rapporteure de la commission d'enquête sur le coût économique de la pollution de l'air. Absolument, et qui salue la décision du bureau du Sénat. Allons un petit peu plus loin. Que risque Michel Aubier qui pourrait être renvoyé devant la justice ? Bien, écoutez, il y a deux options. Le Sénat ayant transmis son dossier et son affaire au procureur de la République, ce dernier peut soit classer l'affaire, soit décider de poursuivre. Et au final, c'est donc il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Est-ce que pour vous, c'est une décision historique de la part du Sénat ? Alors c'est effectivement une décision historique du Sénat, puisqu'effectivement en 1992, il y a eu un cas qui avait l'air de ressembler à notre situation présente. Il s'agissait de l'affaire Mérieux, mais on n'a pas pu établir en fait le faux témoignage. Donc on n'a pas eu la preuve qu'il y a eu un faux témoignage, donc l'affaire n'a pas été suivie des faits. Aujourd'hui, la décision du Sénat est historique. C'est la première fois que lorsque une personne a menti devant la représentation nationale au cours d'une commission d'enquête, que ce dossier est transmis au procureur de la République. Est-ce que vous estimez, vous, être lésé aujourd'hui par rapport au rapport que vous avez commis au moment de cette commission d'enquête ? Alors, je trouve que, évidemment, le fait qu'il ait menti, il a entaché les travaux rendus par le Sénat, par la commission d'enquête. Certains de mes collègues se sont même sentis humiliés que ces derniers s'aient cru autorisés à pouvoir mentir à la représentation nationale. Mais au-delà de l'effet sur le Sénat, il a aussi jeté l'opprobre sur la PHP, son organisation à laquelle il appartient. Il donne une très mauvaise image de son corps de métier. C'est ni bon pour la PHP, ni pour la déontologie des médecins. Et c'est extrêmement nocif pour la démocratie et surtout, ça pose une vraie question de santé publique. Merci beaucoup pour votre témoignage, Laïla Aïchi. Voilà Delphine pour les réactions ici, salle des conférences.
Merci beaucoup, Mickaël. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Public Sénat.